La Coupe du Monde 2026 de football a une nouveauté finie. Le format classique a 32 équipes et place désormais une version plus élargie avec 48 sélections. Alors sur le papier, l'initiative est plutôt positive, ça va rendre le football plus populaire, plus accessible. Ça, c'est l'argument de Gianni Infantino, le président de la FIFA à l'origine de cette mesure. Mais la réalité n'est-elle pas plus stratégique? Est-ce vraiment un choix purement sportif ou avant tout économique et politique? Et surtout, pourquoi la FIFA a-t-elle décidé de tout changer? Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de football, mais aussi de corruption, de politique et surtout d'argent. Beaucoup d'argent. Alors déjà, pour comprendre cette nouveauté, il faut revenir un peu en arrière. Depuis la première édition de la Coupe du Monde en 1930, le nombre d'équipes n'a cessé d'augmenter. 13, 16, puis 24 et enfin 32 depuis 1998 et a priori on devait en rester là. Sauf qu'en 2017, Gianni Infantino, arrivé un an plus tôt à la présidence de la FIFA, veut aller plus loin et instaurer une Coupe du Monde non plus à 32 mais à 48 équipes. On the upside, that 16 more countries, some of which probably would never have dreamt to participate in a World Cup, will have the chance to participate. So from our side, at the FIFA Council, certainly a positive decision when it comes to football development. Alors cette annonce, elle est très bien accueillie par les présidents de fédérations, notamment celles qui n'avaient quasiment aucune chance de disputer le mondial. Par exemple, le Cap-Vert, Curaçao, l'Ouzbékistan et la Jordanie disputent la Coupe du Monde pour la première fois. Et d'autres nations retrouvent la compétition après des années et des années de disette. C'est le cas par exemple de la RDC qui ne s'était plus qualifiée depuis 52 ans. Alors au-delà de l'aspect sportif, cet élargissement est surtout bénéfique pour la FIFA sur le plan économique et politique. En permettant à de plus en plus de nations de disputer la Coupe du Monde, Gianni Infantino fait d'abord un choix géopolitique, car c'est avant tout une stratégie pour consolider sa place à la présidence de la FIFA, surtout quand on sait qu'il veut briguer un 3e mandat en 2027. Ça lui permet donc d'avoir plus de soutien, parce qu'une Coupe du Monde à 48, c'est la perspective d'avoir 48 nations qui vont être derrière vous. Or, vous avez besoin finalement d'à peu près une centaine de voix pour vous maintenir justement à la tête de la FIFA. Si la FIFA veut rajouter de plus en plus de sélections à la Coupe du Monde, c'est aussi pour des raisons financières. À l'image d'une multinationale par exemple, son objectif est clair, gagner le plus d'argent possible. Si vous avez 48 équipes, vous avez plus de matchs. Sur cette Coupe du Monde, on en a plus d'une centaine. Ça veut dire que potentiellement, vous avez plus de produits, plus d'espace à vendre à vos sponsors, à vos partenaires, à vos diffuseurs. Et donc tout ça, ça se monnaie. La cerise sur la gâteau, qui est toujours intéressante avec Gianni Infantino, c'est que ses revenus sont corrélés à ceux de la FIFA. Et donc en montant à 48, il augmente aussi ses propres émoluments. Maintenant, ça vous semble sûrement un peu plus clair, organiser une compétition XXL, ça équivaut de toucher le jackpot pour la FIFA et pour son patron. Car forcément, en passant de 64 à 104 matchs, eh bien les recettes, elles vont exploser. Si on prend en compte les droits TV, les sponsors, la billetterie, la FIFA table sur un chiffre record de 11 milliards de dollars de recettes pour la compétition. À titre de comparaison, au Qatar, les recettes s'élevaient à 6,3 milliards de dollars, ce qui était déjà une somme record pour la FIFA, mais cette fois-ci, c'est 2 fois moins que ce qui est prévu pour les États-Unis. Il faut aussi avoir en tête qu'accueillir un tel événement, ça va ramener de l'argent aux pays hôtes, bien sûr, même s'ils ne seront pas forcément rentables. Car si la FIFA encaisse les recettes, eh bien une grande partie des dépenses reste à la charge des organisateurs. Sécurité, transport, infrastructure, la facture revient aux États et aux collectivités locales. En conséquence, la ville de Boston, par exemple, a fait bondir le prix des tickets de train pendant la période. Et plus radical encore, Montréal a refusé d'accueillir le moindre match de la Coupe du Monde. Alors si ce n'est pas une bonne affaire d'un point de vue financier pour les pays hôtes, c'est surtout un moyen pour eux de rayonner sur la scène internationale. Les États-Unis, là, sur la décennie qui arrive, vont accueillir la totalité des événements sportifs d'ampleur mondiale. On va donc être sur un moment américain du sport. Dans la confrontation avec la Chine et dans le monde fragmenté dans lequel on se trouve, les États-Unis vont par là même réaffirmer leur puissance. Et ça, c'est encore plus vrai quand on accueille la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Mais d'ailleurs, comment on fait pour organiser une compétition XXL ? Eh bien, il faut plus de place, tout simplement. C'est logique, une telle compétition demande plus de stades, plus de centres d'entraînement, plus d'hôtels. Bref, la logistique est complètement différente avec 16 équipes en plus, et donc il faut changer la façon dont on choisit qui accueille la Coupe du Monde, et pour ça, Gianni Infantino a pensé à tout car il a encouragé de plus en plus de pays candidats à proposer des candidatures communes. Avant que les États-Unis se voient accorder l'organisation de la compétition, ils étaient en finale contre le Maroc. À cette époque, ils se battent donc l'attribution de la Coupe du Monde la plus grande et la plus lucrative de l'histoire.
Mais bon, le problème c'est que la superficie du Maroc, eh bien c'est un sérieux désavantage. Dans la candidature, effectivement, le Maroc à ce moment-là seul ne peut pas y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 48 équipes pour même une puissance moyenne, hein, c'est impossible. Aujourd'hui, même la France et l'Allemagne ne seraient pas capables seuls d'accueillir. Vous ne pouvez plus être un seul pays à organiser, sauf si vous êtes la Chine et les États-Unis. Et derrière, les autres vont être obligés de faire des co-candidatures. En réalité, comme on l'a dit, avec ce nouveau format XXL, la FIFA favorise soit les pays les plus grands, soit les candidatures communes. Et ça tombe bien car Donald Trump, fraîchement élu, va mettre tous les moyens en œuvre pour placer de nouveau les États-Unis au centre du monde. Il a d'autant plus envie de gagner cette attribution car en 2018 et 2022, les États-Unis avaient connu 2 échecs cuisants en se faisant doubler par la Russie puis par le Qatar. Du coup, le président américain sort une carte de son jeu, une collaboration avec ses voisins mexicains et canadiens pour présenter officiellement une candidature plus solide que le Maroc. Et le 13 juin 2018, jackpot. US, Mexico and Canada co-host the World Cup in 2026. The North American bid won out over Morocco after a suspenseful vote. En réalité, même si l'on parle d'un mondial dans 3 pays, eh bien ce tournoi se passe majoritairement sur le sol états-unien. Sur les 16 villes hautes, 11 sont dans le pays de l'oncle Sam. Et les matchs les plus importants, notamment à partir des quarts de finale, eh bien c'est aux États-Unis que ça se passe. La finale, elle, se disputera à New York. En fait, derrière l'illusion d'une candidature commune, il faut surtout avoir en tête que les États-Unis restent le centre de gravité de cette Coupe du Monde. Et voilà comment un choix qui peut paraître anodin de passer de 32 à 48 équipes découle finalement de choix plus géopolitiques et économiques que sportifs. Mais ce qui peut paraître un peu louche, c'est que le mondial s'élargit au moment où il est attribué aux États-Unis, et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Et donc plusieurs questions se posent, est-ce que cette attribution est vraiment due au respect des règles de candidature, ou bien la FIFA avait-elle une dette envers les États-Unis? Autrement dit, comment et pourquoi les États-Unis ont-ils obtenu ce mondial? Pour le savoir, il faut remonter à 2010. À l'époque, les États-Unis sont en lice et présentent leur candidature pour obtenir la Coupe du Monde en 2018 ou en 2022, mais ils se font doubler par la Russie puis par le Qatar, à la surprise générale. Il y a eu un choc en décembre 2010 lorsque Sepp Blatter sort de l'enveloppe le mot Qatar à la place des États-Unis. On voit Hillary Clinton se mordre la lèvre. Et dans ce cadre-là, tout le monde se rend compte que le comité exécutif de la FIFA, après avoir déjà choisi la Russie au détriment de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2018, fait un choix pour 2022, celui du Qatar, au détriment des États-Unis, mais pas que. Il y avait sur la liste de départ l'Australie notamment, le Japon, etc. Et donc on se rend compte que ce comité exécutif, il est finalement vérolé. La suite va le prouver. Une enquête est menée par les États-Unis qui soupçonnent l'institution de corruption, et elle va mener à l'arrestation de nombreux dirigeants et va conduire aussi au départ de Sepp Blatter, alors président, et du français Michel Platini, numéro 2 de l'instance. Et c'est Gianni Infantino qui va prendre la relève après ce scandale. À peine arrivé, l'Italo-Suisse veut tout de suite renouer les liens avec les États-Unis. Comment? Eh bien par exemple en leur servant la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire sur un plateau d'argent, comme une sorte de cadeau finalement pour tirer un trait sur le passé. La décision de Gianni Infantino, c'est aussi une manière de répondre à la pression américaine suite au scandale de la FIFA. Il fallait que les États-Unis y aient, mais il ne fallait pas aussi que ça se voit trop. C'est-à-dire que le rapprochement avec le Canada et le Mexique, au départ, c'est ça. Et de manière très surprenante, il va même jusqu'à orienter le vote. Je vais même aller plus loin. Il n'y avait aucune raison de ne pas l'attribuer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte judiciaire et une pression politique qui faisait que les États-Unis devaient gagner. Parce que si ça n'avait pas été le cas, il est clair qu'une deuxième défaite américaine aurait entraîné une nouvelle intervention de la justice américaine. Et donc là, clairement, la FIFA ne s'en serait pas relevée. Alors cette attribution, elle a fait plus que renouer les liens entre les États-Unis et la FIFA. Le président de la FIFA et le chef d'État américain semblent aujourd'hui inséparables. Lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, Gianni Infantino est alors le seul dirigeant sportif à être convié. Et en décembre 2025, Donald Trump a même reçu le prix de la paix de la FIFA, remis en main propre par Gianni Infantino. On a parlé de bromance entre les deux. C'est vrai qu'il y a une relation qui est très étroite. Ils se sont énormément vus, beaucoup plus que n'importe quel acteur d'une ligue majeure américaine. Et la relation entre les deux, elle est fascinante parce que elle donne l'impression, en tout cas visuellement, qu'ils sont à égalité. Or, pas du tout. Il y en a un qui est un courtisan, c'est Gianni Infantino. L'autre qui a le pouvoir, c'est Donald Trump. Alors, au-delà de Donald Trump, Gianni Infantino est en fait très proche de tous les dirigeants puissants du monde. Vladimir Poutine, l'émir du Qatar, Donald Trump et bientôt Mohamed Ben Salman, car c'est l'Arabie Saoudite qui organisera la Coupe du Monde en 2034. Mais alors pourquoi cette proximité et cette fascination pour les puissants? Eh bien ça s'explique en partie par son parcours de vie.
Gianni Infantino est né en Suisse de parents italiens immigrés et il a une revanche sociale bien ancrée. Il a un désir d'accomplissement et il est fasciné par les puissants. Si on ajoute à ça le côté financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a le train de vie d'un chef d'État, on est quand même dans un cadre où il n'a pas du tout envie de perdre sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la dimension financière, il y a le rapport au pouvoir. En lice pour un 3e mandat, le boss de la FIFA veut aller encore plus loin. On parle déjà d'une prochaine Coupe du Monde à 64 voire 66 équipes et elle pourrait être, surprise, en Arabie Saoudite. Alors certains spécialistes et fans s'inquiètent, ce désir de pouvoir et cette recherche constante de profit pourraient compromettre l'essence même du football. Cet été par exemple, les premiers signes seront visibles, les pauses fraîcheurs ont été rendues obligatoires pour les 104 matchs du mondial, une aubaine pour les diffuseurs qui auront plus d'espace publicitaire à vendre, mais pour les joueurs et les spectateurs ça veut donc dire plus d'interruptions de jeu. Enfin il y aura même un show à la mi-temps de la finale à l'image du Super Bowl. Pour les fans de football, c'est clair, le foot au sens d'événements purement sportifs disparaît au profit d'une logique de rentabilité économique. Si cette vidéo vous a plu, on vous invite à liker, commenter et nous partager les sujets d'actualité qui vous intéressent. Surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos.